rencontres d'écrivains du CRILC. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Larue, je suis professeur d'histoire et de théorie du théâtre à l'Université de Montréal. Mes recherches portent principalement sur le théâtre du long siècle, et donc depuis 1880, et plus précisément sur le modernisme, la postmodernité et donc l'extrême contemporain. Les médias, je m'intéresse aux médias et aux approches intermédiales. Plus particulièrement au rapport entre théâtre et technologie et aussi entre pratique artistique et pratique médiatique. J'ai rédigé ou dirigé une douzaine d'ouvrages sur ces questions, dont plus récemment Théâtre et intermédialité en 2015, Le son du théâtre avec Marie-Madeleine Mervanroux en 2016 et tout dernièrement Machine, magie, média, un ouvrage co-dirigé avec Giusy Pisano en 2018. Je suis membre du CRILC et je suis également directeur de la théâtrothèque du CRILC. Alors, j'ai eu le plaisir d'animer la deuxième rencontre d'écrivains du CRILC de la saison 2018-2019 qui a eu lieu le 5 novembre 2018 à la librairie Le Port de Tête. Pour ce cycle d'entretien, le CRILC met cette année à l'honneur la littérature du Nord et des Premières Nations. J'ai donc eu le plaisir de m'entretenir à cette occasion avec l'homme de théâtre Dave Jenis. Métis de la nation malécite, Dave Jenis est directeur du théâtre Ondinoc. Il se distingue aussi comme dramaturge, puisque depuis 2008, il écrit des pièces de théâtre avec des productions importantes sur différentes scènes, un théâtre donc autochtone, un théâtre francophone amérindien. Récipiendaire de plusieurs bourses de création, il a donc écrit Woloostek en 2008, Les tambours du temps en 2013 et tout récemment Mokattek et l'étoile disparue en 2018, donc une première pièce pour jeune public. On a le plaisir de recevoir dans cette causerie du CRILC Dave Jenis. Dave Jenis qui est qui est un homme de théâtre complet, on pourrait dire, puisque il est à la fois acteur, auteur, metteur en scène et gestionnaire, directeur de troupe. Il a à son actif, je vais commencer peut-être par les pièces dont il est l'auteur. Donc il y a cette pièce qui s'appelle Le Woloostek qui a été publiée chez Dramaturge Éditeur. Une autre pièce qui s'appelle Le tambour du temps. Une autre pièce qui est en cours, qu'on joue en ce moment, qui date de 2018. Tambour du temps, il me semble que c'est 2013, c'est ça? Oui. Mokattek et l'étoile disparue, qui est une pièce pour jeune public, oui. Qui date de 2018, je oui. pense. On l'a joué l'année passée et cette année, on la joue encore. Elle est en tournée en ce moment. Et une pièce qui est en gestation qui s'appelle Delphine rêve toujours, également théâtre jeunesse, qui devrait être prête d'ici 2 ans. Donc c'est une dramaturgie, une jeune dramaturgie, mais qui est déjà très, pour l'avoir lu, je peux dire que c'est assez, disons, interpellant, comme c'est beau. Il y a donc c'est très poétique, surtout plus on avance plus on se rapproche de la période actuelle, plus on sent une dimension poétique marquante. Alors on va parler un peu évidemment de la dimension dramaturgique. On peut pas évidemment souligner que Dave Jenis, qui est de la nation malécite, est un
est aussi donc un acteur qui ne joue pas que des pièces amérindiennes. Mais je dis ça, puis ça commence par la première pièce dans laquelle il s'est fait remarquer, c'est Hamlet le Malécite de Messier, oui. Wing Wam aussi, oui, de Messier également. Oui. Dans Les Contes urbains, dans Les Papillons de nuit, Boing Boing, oui. Dans L'amour à l'agenda, oui. et d'autres pièces, dont Zone, donc la production de Marcel Dubé, tout le monde se souvient, moi je m'en souviens. Je pense que tous les gens qui ont vu la pièce se souviennent du personnage de Moineau, qui d'ailleurs a obtenu le prix des publics collégiens. Oui, en fait, j'ai remporté le prix du public pour le rôle de soutien en 2014. C'est ça, à Denis Pétier. À Denis Pétier, oui. Oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire autre chose que du théâtre autochtone. Donc, j'aime ça. Tu vois, là, au printemps, je vais jouer à Ottawa avec le théâtre Vox Théâtre et le théâtre de la Catapulte. Donc, j'ai besoin de ça pour avoir un équilibre aussi mental et ça me nourrit énormément aussi pour la suite. Pour le travail qui est effectué dans le cadre de la compagnie. Mais il n'est pas que homme de théâtre. Alors, il est aussi... il a été directeur associé de la compagnie, qui est une compagnie vraiment majeure, importante pour la culture québécoise en général, mais c'est une troupe dont on va parler, qui est donc la compagnie Andinoc, dont il a été directeur associé, et directeur artistique associé à partir de 2016 et dont il est directeur depuis 2017. Donc il dirige aussi, quand je parle de gestionnaire, c'était à ça que je faisais allusion. Et enfin, il travaille aussi comme scénariste et comme cinéaste, en particulier avec un long métrage en 2010 qui s'appelle Chaman. Oui. Voilà. Et donc, on a décidé de parler, on s'est consulté, on va parler on va d'abord parler des pièces, de son travail à Andinoc. On va parler de Andinoc, qui est une compagnie importante. Et à travers ça, on va parler du théâtre amérindien, en particulier le théâtre amérindien francophone. Et pour en arriver à des questions un peu plus d'actualité, dont celle... évidemment, de cette controverse-là de Kanata. Donc, la question de la représentation, mais aussi participation, etc. Alors, peut-être commencer par les pièces. C'est donc des pièces dont l'écriture s'étale à peu près sur 10 ans, grosso modo. Ouais. En gros, avec une pièce, Wulusteq, qui est la plus ancienne, qui est très réaliste, même s'il y a des éléments qui le sont moins, mais qui est très réaliste et qui parle d'un problème évidemment de perte du territoire, mais en même temps que la perte du territoire, la perte du territoire est une espèce presque une métaphore de la perte de la culture, quoi, tout simplement. J'ai quand même eu le sentiment que c'était une pièce désespérante. En fait, c'est un cri du cœur que j'ai voulu lancer à ma communauté, mais aussi à moi. Et cette histoire-là est partie d'un moment très, 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 très véridique, en fait. La nation malécite a un territoire sur la route 185 en direction du Nouveau-Brunswick. Et donc, c'est les terres de Whitworth. À cette époque-là, il y avait une vieille roulotte et il y avait aussi un gardien qui gardait l'endroit pour pas que les gens traversent de l'autre côté dans la communauté où il n'y avait rien. C'était simplement du bois et c'est encore ça aussi aujourd'hui. Mais je me souviens d'y être allé quelques fois avec mon père. Et on couchait là, des fois parce qu'on pouvait avoir la permission par la nation d'y aller. Donc, on demandait la permission, puis on pouvait louer cette place-là gratuitement. Et cette image-là m'est restée dans la tête. Cette vieille roulotte avec ce vieux gardien, cette image d'un territoire où
où le gouvernement a tenté à l'époque de rapatrier les Malécites dans ce territoire-là, mais que ça n'a jamais rien donné parce que c'était un territoire non cultivable avec d'immenses souches, des pierres. Donc, Une terre ingrate. oui, c'est ça. Donc, une terre ingrate, une terre, comme je disais, non cultivable. Il n'y avait rien à faire avec ça. Et ensuite de ça, je suis parti avec ça en 2008, avec cette image-là. Et c'est là que j'ai approché Yves et Catherine de Ondinoc à l'époque pour leur parler un peu de mon souci, puis aussi de voir cette façon de faire de ma communauté. Il y avait un laisser-aller, il y avait aussi il n'y avait pas ce désir-là profond de reconnecter avec le territoire pour moi. Et il n'y avait pas ce désir-là non plus de reconnecter avec les ancêtres, avec la langue. Mais là, on parle de 2008. Ça a changé depuis, ça a changé, là. oui. Mm-hmm. Mais puis ça, c'était toutes mes questions qui venaient me hanter, puis par rapport à mon identité aussi. Puis Woolsteck, c'est ça, en fait. C'est la perte d'un territoire, c'est la perte d'une identité, c'est ne pas parler sa langue, puis essayer tant que bien que mal de survivre en tant qu'Autochtone à travers le quotidien. Puis c'est simple comme histoire. Hein? C'est cette famille-là qui se réunit à cet endroit-là. J'avais pris cet endroit-là sur le bord de la 185. Ils se réunissent là à chaque année depuis 5 ans pour revendiquer le territoire qui leur appartient de l'autre côté. Là, je suis allé un peu dans la fiction, donc j'ai créé ce faux territoire ancestral qui est de possession maintenant d'une compagnie forestière. Et c'est ça, ça se passe vraiment une journée complète et c'est la famille qui éclate. Oui, c'est la famille se désagrège. La famille se désagrège, voilà. Et le personnage est le plus comment on dirait, le plus... décevant, peut-être? Mais non, je dirais le plus détaché, qu'on semble être le plus détaché ou le plus éclaté aussi. C'est le père? Non, c'est le jeune. Ah, celui qui veut le tuer, là. Ben oui, non, c'est le jeune Marc. L'avocat? C'est le jeune Marc. C'est le jeune garçon qui travaille simplement au dépanneur mais c'est lui qui est le plus attaché à sa culture, à son territoire, puis il se demande comment ça se fait qu'on en est là, puis son plus grand désir, c'est qu'une fois qu'il va avoir ce territoire-là, il va pouvoir refaire vivre le territoire de son grand-père et mettre des wigwams sur le bord de la rivière comme avant. C'est ce qu'il dit. Je me permets quand même ça, je pense ça vaut la peine de le lire. Donc alors quand je disais désespérant, il y avait effectivement cette lueur d'espoir là, mais il y a le fait que le père qui est en même temps le chef ou chef autoproclamé de la famille dit que finalement il s'est fait soudoyer, il a accepté de se faire soudoyer pour abandonner la terre, pour abandonner ses droits, quoi. Et il dit donc qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? La réalité, c'est pas comme vous pensez. Indien puis non indien, il y en a plus de différence. On est tous pareils. Juste une gang de carcajous qui courent après l'argent, c'est tout. C'est tout ce qui reste. Les gros mangent les petits. Tu dormais, moi je dormais pas. Alors il dit ça à son fils, justement. Il dit à toute la famille parce que tout le monde est là devant lui. Alors c'est quand même le chef. C'est drôle parce qu'on en avait parlé un peu. Il y a la première grande pièce autochtone, c'était il y a plus d'Indiens, de Bernard Assiniboui, et c'est à peu près la même histoire. Et il y a aussi un traître, mais là le traître n'est pas le traître pour moi n'est pas le chef. Le traître n'est pas le chef. Il faut se rapprocher. Le traître n'est pas le chef. Alors il y a cette pièce-là qui est dans un registre très réaliste quand même. C'est un peu le même thème qu'on retrouve avec Les Tambours du Temps, donc qui date de 2012, qui est mais non, dans un registre qui est presque onirique, qui est très très poétique, où là il y a
il y a la volonté du jeune, en fait, qui pourrait être Marc, en fait, ou l'équivalent de sa génération, qui, lui, veut retrouver... Ben, en fait, c'est moi. Quelque chose pour... Ah oui, pour parler à sa fille. Hein. C'est simplement moi. Pour raconter à sa fille. Il faut comprendre que dans mon écriture, cette écriture-là, elle vient aussi de ma technique de jeu que j'ai appris énormément chez Ondinox. C'est que tout passe par la vérité, tout passe par qui on est en tant que personne. Donc, notre écriture, on peut pas mentir sur ce qu'on met sur scène. Donc, il faut être vraiment là à 100%, à 200% en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'auteur. Et Wolusteq, les personnages dans Wolusteq, le frère qui est avocat, ben c'est mon frère pour vrai dans la vie. Donc, il y a beaucoup de ressemblances. Okay. Et Le Tambour du temps, c'est un texte que j'ai écrit parce que j'étais à l'époque en tournée dans le nord de l'Ontario. Je faisais des routes de forêt. Et j'avais perdu mon père en 2008. Et à un moment donné, je suis parti en canot seul. On avait un moment de congé. Et je suis parti seul en canot. Et j'ai commencé à me parler en bateau. En fait, je parlais à mon père. Et c'est comme ça que j'ai écrit Le Tambour du temps. En fait, Le Tambour du temps, il y a une phrase dans ce texte-là qui est vraiment importante. C'est sans le tambour qui bat, les mots n'existent pas. Donc, si tu n'écoutes pas le tambour de tes ancêtres, de ton père, la transmission ne se fera pas. Et c'est ce qui est arrivé. Moi, il faut dire que j'ai pas eu cette chance-là. Mon père ne jouait pas du tambour, mais pour moi, c'était plus que ça, parce que c'était aussi le fait que je voulais léguer quelque chose à ma fille, parce qu'elle n'a pas connu son grand-père. Et le tambour que j'ai chez moi, le tambour de mon père qui est accroché au mur, un jour, ma fille l'a regardé, puis elle m'a demandé c'était à qui. Elle était toute petite. Et là, c'est là que j'ai eu le déclic. Ben, c'était à grand-papa. Puis là, dans ma tête, ça fait OK, comment je pourrais t'expliquer qui est ton grand-père? Ben, la meilleure façon, je pense que c'est de l'écrire. Alors, c'est comme ça que j'ai écrit le texte. Et l'histoire, c'est simple. C'est un garçon, c'est moi, en fait, qui retourne au camp de chasse une nuit, puis il essaie de comprendre qui il est, puis il demande à son père et à son grand-père de venir donner des réponses. Donc, le grand-père loup et le père qui est l'ours. Il y a beaucoup d'animaux dans mes histoires aussi. Et lui qui est le caribou. Et le fils qui est le caribou. Il y a quand même des phrases terribles, hein, du style... donc le fils qui parle, qui reproche le jeune homme, c'est le nom du personnage, qui dit à l'homme qui est le père, donc qui se trouve être... dans la vie, son père, enfin même dans le récit, et qui dit le père qui dit le jeune homme dit tu ne m'as jamais parlé, et l'homme qui répond, le père qui répond, j'étais trop seul avec la rage d'être ce que je suis. Et la rage, c'est quoi? C'est que je n'ai pas su trouver qui je suis. Donc le problème d'acculturation là, qui finit 2 pages plus loin ou 3 pages plus loin avec cette phrase toujours du père, qui dit je suis la honte de mon peuple. Donc c'est je dirais que j'ai rarement vu une déclaration aussi forte aussi de quelqu'un qui. C'est un peu je pensais au porteur des peines du monde. C'est une espèce parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'ils meurent, ils finissent par mourir. Le grand-père et le père meurent. Ils sont morts, oui. Oui, mais une belle mort. Il y en a. Enfin, le grand-père qui meurt dans l'eau, il va marcher dans le fleuve. Donc c'est un peu c'est des pièces quand même qui marquent plus la fin de quelque chose que peut-être que le début de quelque chose. Ouais. Un renouveau, non? Je vous dirais que en fait, c'est drôle, je me rends compte que je suis en train d'écrire une trilogie. J'ai écrit Le Tambour du temps. Ensuite de ça, j'ai écrit Catomique l'année passée.
je suis en écriture présentement d'un nouveau texte pour l'adulte qui s'appelle La cendre de ses os. Et là, je pense que ça va être le cycle qui va terminer tout ce qui a rapport justement avec mon identité, mais ça aussi le lien que j'ai avec mon père. C'est des textes où la relation père-fils revient beaucoup. Mm-hmm. J'avais une relation spéciale avec mon père et c'est par l'écriture que je pourrais dire que je suis en train de me guérir aussi de son absence parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées sans mots, comme dans Le Tambour du temps, où parle, il lui dit souvent « Parle-moi, dis-moi ». Puis là, il dit « Je peux pas parler parce que... » Donc, il y a tout ça. Et avec La cendre de ses os, ben, pour moi, La cendre de ses os, ça le dit, c'est la cendre de ses os, c'est les os de mon père que finalement, je vais mettre en terre, sur scène, pour vrai, puis ça va être ça, ça va être la fin. Ça va être vraiment mon deuil qui va être fait pour... Oui, ça va clore le cycle. Ça m'amène peut-être à deux sous-questions, toujours en rapport avec les pièces. D'abord, ce qui est frappant dans ce théâtre-là, dans ton théâtre, c'est la question de la langue sur laquelle on va revenir, mais d'abord la question du corps. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a quelques didascalies, mais on sent quand même que même quand il n'y a pas de didascalie, que peut-être que l'absence des mots ou la difficulté de dire est compensée par l'expression du corps. Ouais. Des fois carrément une gestuelle, mais des fois presque une chorégraphie. Oui, vous avez raison. Puis, je trouve ça difficile parfois, justement, de faire des lectures de mes textes, parce que c'est des textes très imagés, où, justement, par moments, il peut y avoir des longs moments sans rien dire, des moments de silence, où c'est le corps qui vient mettre en mots... l'état des acteurs, l'état du texte, l'état d'esprit dans lequel on est. Puis je trouve ça des fois difficile de faire des lectures. Mais pour moi, ça va de soi. Je suis quelqu'un de très physique. Je suis quelqu'un qui a besoin de bouger et je trouve que... Et ça fait partie aussi de ce que j'ai appris comme théâtre. Le théâtre autochtone, c'est pas simplement réciter un texte, c'est le corps, c'est la danse, c'est le masque. C'est tout ce théâtre archaïque-là, ce théâtre ancestral-là, qui était là... L'expression par le corps. Oui, fait, voilà. Par le chant aussi. Oui. D'ailleurs, le chant est très présent. La musique, en tout cas le rythme est très présent aussi. La dernière pièce, la pièce Mokatech et l'étoile disparue, là, c'est presque ça qui domine en fait. Hein. Oui, ça, je suis très fier. En fait, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Et ça, là, je pense que la plupart des artistes autochtones vont vous le dire, les rêves. Les rêves, oui. Ouais, les rêves sont super importants. Ils sont très importants. Pour moi, écouter ces rêves, les écrire, les prendre en note, ça fait simplement ouvrir aussi notre esprit à oui, parce que c'est un rêve. Écrire. Au départ, c'est un rêve, cette pièce-là. Ben, c'est presque un rêve. J'ai fait une tente de sudation, oui, un sweat lodge, comme on dit, chez des amis et nous, au Lac-Saint-Jean. Et quand on avait fait cette tente de sudation-là, notre guide a parlé de la cosmologie. Et des étoiles et donc pendant nos 3 heures sous la tente, à un moment donné, il fait chaud, donc on réfléchit beaucoup, on voit des choses et quand je suis sorti de là, durant la nuit, dans ma tête, ça me dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ça. Et j'avais le désir aussi de retourner vers la jeunesse parce que je suis un acteur qui a fait beaucoup de théâtre jeunesse et pour l'adolescence aussi. Mm-hmm. Et Mokatech, c'était ça. Et ce qui est aussi vraiment
je pense, fort de ce spectacle-là, c'est que moi, j'ai tenu mon bout. Je voulais absolument que ça soit sous une maison longue, Oui, c'est ça. Hein. sous un Oui, chapoutoine. Avec les gens dispersés Les gens aux quatre dispersés, coins. oui, Là. aux quatre coins, très, très proches. Et c'est aussi une pièce où on apprend la langue. Oui. Et encore une fois, le petit Mocatec, c'est moi. Ouais. C'est moi. C'est le petit garçon qui affronte ses peurs, qui avance dans ce territoire-là pour retrouver son étoile perdue. Et sa langue en même temps. Ouais. Parce que je l'apprends. Moi aussi, je suis en train de l'apprendre. Ouais. Et je l'apprends aux enfants. Pour moi, ça, c'est magnifique, ce cadeau-là. Ça ne pouvait pas faire un meilleur lien parce que le deuxième point, c'était la langue. Oui. Alors, la langue, elle est quand à travers les pièces, on s'aperçoit d'abord que la langue amérindienne n'est presque pas présente au début. Et plus on avance, plus elle est présente. Alors, il y a eu peu d'études universitaires sur le théâtre francophone, le théâtre amérindien francophone. Celles que je connais ne sont pas en littérature ou ni en études théâtrales. Il y en a une en sociologie, une autre en anthropologie. Je pense que ça veut dire quelque chose. C'est un peu décevant. Disons un manque d'engagement peut-être ou disons une relative absence du monde universitaire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la thèse à mémoire de maîtrise faite en anthropologie par Laurence Dandurand-Langevin, elle dit que elle souligne cet aspect, puis c'est une question que je pose, mais ça m'a interpellé. Elle dit que une des caractéristiques qui fait un peu l'unicité de ce théâtre amérindien francophone, c'est qu'il s'adresse simultanément à deux publics. Un public amérindien et un public non autochtone. Le public amérindien dans la mesure où le public autochtone pour faire connaître justement disons, aller faire connaître l'univers amérindien, les valeurs amérindiennes, et puis aller à l'encontre des préjugés qu'on connaît, et un public autochtone qui est en quête de sa propre culture. Donc, alors dans ce contexte-là, ce qu'elle dit, c'est que donc c'est déjà une situation assez unique de pouvoir s'adresser comme ça à deux publics. Et l'autre élément qu'elle souligne, c'est le statut de la langue. Et on le sent dans la pièce, dans les pièces, on le sent vraiment, on sent une tension qui n'est pas nécessairement négative, mais qui est quand même qui crée un effet, qui crée une dynamique entre la présence de ces deux langues qui se côtoient, de deux langues qui se côtoient et qui sont de plus en plus présentes. Enfin, les langues amérindiennes, plus on avance, là, plus elles prennent de la place. Alors, je veux dire, est-ce qu'on peut savoir est-ce que elle est dans enfin, je veux savoir est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a c'est son opinion. Ouais. Je veux pas porter mais par exemple, un jugement sur l'opinion de la personne. L'idée mais des deux publics, ça c'est vrai. Oui, c'est sûr et certain. Surtout si on est un théâtre comme Ondina qui est dans la ville de Montréal. C'est sûr que le premier public, c'est pas le public autochtone. Non. On tente aussi. Vous en tournez quand même. Oui. On commence à retourner en tournée. C'était mon désir de directeur artistique, de partir en tournée puis de visiter les communautés. Je pense qu'il y a une grande éducation à faire aussi dans les grands centres. Sur l'autochtonie, mais aussi sur l'art autochtone. Et pas simplement les gens qui viennent assister au spectacle, mais je pense qu'il y a un devoir de créer des liens avec les diffuseurs aussi dans les salles de spectacle. Il faut sonner la petite cloche et montrer que ça existe et que c'est nécessaire aussi pour faire avancer la cause autochtone, mais aussi pour faire avancer la société. Mais pour revenir à la langue, effectivement, moi, à mes débuts, j'écrivais en français parce que la langue malécite, je pensais qu'elle n'existait pas.
dû au métissage de notre communauté au Québec, la communauté méalécite, Très dispersée, hein, c'est dispersée, ça. pas vraiment de lien non plus entre nous pour retrouver justement ce passé-là. Et c'est suite à un jugement de quelqu'un sur Internet qui m'a fait réaliser beaucoup de choses et puis qui m'a fait aussi poser la question, mais qui suis-je? Je suis qui, moi, en tant que Première Nation? Je ne ressemble pas à une Première Nation. Je suis pas typé comme on croit, comme le Québécois aime bien voir l'Autochtone. Donc, je me suis regardé dans le miroir, j'ai fait OK, mais si je parlais ma langue, est-ce que les gens autour de moi se fermeraient la boîte, puis ils diraient waouh, ça c'est vraiment un Autochtone, il parle sa langue. Et là, c'est là qu'il y a eu le déclic. OK, il faut que. Mais je voulais le faire pour moi aussi. C'était pas pour le faire pour les autres. Je voulais le faire pour moi, pour me donner aussi ce désir-là de retrouver tout mon passé, de retrouver le passé des gens qui étaient là avant moi. Et j'ai fait des démarches et j'ai trouvé quelqu'un qui la parlait au Nouveau-Brunswick et qui la parle encore. Et parce qu'au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de communautés malécites et la langue est vivante plus que jamais. Il y a même un site Internet ou un dictionnaire Wolastoq-Passamaquoddy qu'on peut... on tape les mots qu'on veut et les mots apparaissent et on peut les écouter aussi. Mais moi, j'ai mon dictionnaire à la maison aussi. Mais c'est comme ça qu'est venu... Et pour répondre à la question, j'ai encore bifurqué, là, mais... Pour moi, ça va de soi. C'est une question de, ça le dit, c'est une question de fierté. Je parlais français et maintenant que je suis capable de dire certains mots en langue Wolastoq, pour moi, c'est une force de pouvoir mettre ça sur papier et de pouvoir faire entendre cette langue-là. Parce que, comme je disais, les gens pensaient qu'elle était morte, mais elle est vivante. On est en 2018. Imaginez, 2018 et la langue Wolastoq se parle encore. Pour moi, c'est fabuleux. Et si on veut que les gens sachent qu'elle existe, il faut qu'on l'entende au théâtre et pas surtitré non plus. Et ça, c'est pour moi, puis c'est pas un manque de respect envers les gens qui viennent dans la salle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, oui, mais là, on comprend pas, ben... Tant pis. Entendez-la, oui. Ben, entendez-la et vous allez comprendre justement avec le corps ou... Alors c'est drôle parce que j'écoute ce que tu dis et c'est un élément que j'ai pas souligné des textes. On a parlé de honte. Le père parle un peu de rage, mais c'est une rage contre lui-même en fait. Mais en fait il y a pas de colère. Alors il y a le sentiment d'une perte. Il y a surtout dans la pièce pour enfants, là on sent vraiment l'espoir d'une renaissance, ou en tout cas même plus que ça, une espèce de joie d'une renaissance qu'on voit poindre à l'horizon. On sent ça dans la pièce pour enfants. Et je t'entends parler, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de... C'est un constat et... ben, c'est peut-être une colère refoulée. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, si c'est pas un théâtre... c'est pas un théâtre militant. Non. Mais est-ce que, justement, c'est une des questions que j'avais prévues pour la suite, mais je peux la poser maintenant. Oui. Est-ce que, par ton théâtre, par ton action à la compagnie, est-ce que tu... Parmi tous les qualificatifs que j'ai utilisés, est-ce que celui de militant serait approprié? Non, je pense pas que... non. En fait, je me rends compte que mes écrits exposent plutôt les facettes des Autochtones de l'intérieur, en fait. Des conflits qui peuvent arriver justement avec ces complexités d'identité-là, de perte de repères. Ben, en fait, c'est ce que moi je sais, c'est de ça que je parle parce que c'est ce que je vis.
comme personne. Puis j'ai besoin de le mettre sur papier. Euh, donc, c'est très ciblé, je pense aussi. Hein, Ouais. puis souvent, là, c'est drôle, hein, j'allume, là, mais j'accuse pas personne vraiment. Hein, j'accuse pas la Non. société dans mes textes. J'accuse le frère, j'accuse le Ouais, père, en fait, ou j'accuse... c'est c'est pas très, très, très Oui, proche. oui, c'est l'auto-accusation. C'est l'auto-accusation Ouais. de ne pas avoir fait tant d'efforts pour ci, de ne pas avoir fait d'efforts pour ça. Donc... Mais comment c'est pris, ça on peut comprendre la réaction des non-autochtones, mais des gens qui sont bon, pas nécessairement des Malécites, mais disons des Amérindiens comment réagissent, par exemple, à la critique qu'il y a dans Woodstock? Parce que c'est vraiment... ouais. Ben, il y a eu beaucoup de gens, ben, je dirais beaucoup, il n'y a pas eu tant d'Autochtones qui sont venus, mais ceux-là qui sont venus ont bien rigolé. Ah, ils ont trouvé ça drôle. Ils ont trouvé ça drôle parce qu'ils se Mais c'est sont vrai que- reconnus à Ok. l'intérieur de ça par moment. Puis ils ont reconnu aussi leur communauté puis leur chef. Donc c'est un peu de la dérision ou de Ben, l'autodérision, quoi. ce texte-là, c'est vraiment autodérisoire. Là. On est dans quelque chose de très caricatural Ouais. aussi avec la mère Oui. la mère qui finalement qui est québécoise mais qui est plus autochtone que toute Que la le- famille que puis le qui père, dit qu'il oui. va prendre des cours à Wendake puis au Wisconsin là, pour faire des cérémonies parce que ça C'est la seule. ça existe là. J'invente rien. C'est très drôle. Non, c'est vrai. Mais vraiment- c'est malheureux et c'est triste Ouais, parce que tu vois ça puis tu fais mon doux. Tellement, Ouais. détaché. Ouais. Mais ça, c'est l'autre dimension que j'ai pas souligné, mais c'est vrai qu'on rit. Hein. Oui, il y a des origines. Oui, Oui. oui. Mais il y a des éléments comiques. Oui. Alors peut-être on pourrait à partir de de l'œuvre et de ce qu'elle représente, passer à la compagnie, Oui. Onginok, donc une compagnie qui a été créée en 85. J'ai su, grâce à cette rencontre, que j'ai même assisté à la naissance de la compagnie, Ben oui. puisque j'ai vu en 85 les Porteurs du Pain du Monde, qui est la première grande pièce. Je pense que je sais pas si c'est la première, mais la première importante, en tout cas, Oui, la plus la importante. plus grande de c'est le début. Yves Sioui Durand, qui était, je pense que tous les gens qui avaient vu ça à l'époque ont été bouleversés. Et c'est une pièce, en fait, c'est une pièce qui quand même trace. Tu sais, on parlait beaucoup de la gestuelle, on parlait beaucoup des silences, des rituels, retour à des rituels, en tout cas, ou réinvention de rituels, etc. Et c'était exactement là. Donc la compagnie est créée en 1985. C'est important parce que c'est à peine 10 ans après les premiers textes de théâtre amérindien. Enfin, je pense qu'on peut dire, tu serais d'accord avec ça, que disons, l'écriture amérindienne, comment on pourrait dire ça, le théâtre francophone amérindien moderne date des années 70. Oui. Qu'on a pu lire, qu'on a pu voir sur papier. C'est ça. Alors évidemment, il y a des échos qui remontent beaucoup plus loin. Alors la compagnie est créée en 85, donc elle a 33 ans. Elle est extrêmement dynamique. J'ai répertorié à peu près plus de 20 productions. Ben, c'est presque une production par année. C'est ça. Presque une production par année. Donc, avec, comme on en parlait, comme un des trois fondateurs, des cofondateurs, c'était Yves Sioui Durand, qui est aussi donc un des importants majeurs, créateurs, dramaturge majeur, mais homme de théâtre majeur aussi. Je voudrais prendre la peine de dire, juste de lire ceci, c'est que, et ça correspond aussi à ton théâtre, hein, donc, l'urgence de rapatrier un monde culturel englouti. Onginok va d'abord explorer l'univers mythique amérindien. Et là, on propose trois zones. Il y a le théâtre mythologique, il y a le théâtre de guérison, j'aimerais qu'on en parle, hein. Et il y a, c'est formulé tel quel, je le lis là, le troisième cycle, comment être amérindien au XXIe siècle. Un théâtre, une compagnie très active qui travaille aussi pour le développement de la relève autochtone. Et là, on peut dire qu'il y a
Explosion c'est un grand. Oui, il y a quand même. Il se passe en tout cas quelque chose d'important. Il se passe Il y a- quelque chose d'important du côté de l'écriture, mais il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire pour trouver des talents à mettre sur scène. Et aussi des metteurs en scène, Ah, des acteurs quoi, au niveau des du jeu. acteurs, des scénographes. D'autant plus que c'est un jeu qui est quand même un jeu particulier. Hein. Ben, C'est pas un jeu. Disons que les gens qui sont formés, s'ils étaient formés dans les écoles telles qu'elles forment les gens en ce moment, il faudrait ils se recyclent ou ils s'adaptent beaucoup. Hein. Il y a ben, une formation complémentaire. c'est sûr Ouais. qu'il y a une façon de travailler chez Ondinoc. Là. Si on vient travailler chez nous, on vont a une être façon encadrés. différente de travailler, mais effectivement, mais c'est bien quand même d'avoir une base d'acteurs. Mais pour moi, c'est plus que ça. Ça part de la vérité. Si on est vrai dans ce qu'on fait, moi, que tu sois un acteur qui a fait une formation ou pas, ce que je veux, c'est que tu amènes une vérité sur scène. Est-ce que c'est. Je ne veux pas anticiper sur la fin de la discussion, mais est-ce que c'est. Je pose la question parce que je ne sais pas la réponse. Là. Mhm. Est-ce que c'est envisageable un non autochtone qui. La question. Oui. Non, mais il n'y a pas d'arrière-pensée du tout. Là. Non, dans Dinoc, je parle, dans le travail d'Andinoc en ce moment. Dans le travail d'Ondinoc, pour moi, ça serait complexe. Ce serait complexe. Ça serait hein. complexe. Ça serait complexe pour plusieurs choses, mais il n'y a rien qui empêche qu'on travaille avec des gens de partout. Oui, c'est ça, il y a des collaborations très Oui, fortes. oui, hein, oui. c'est ça. Tu vois, dans mon nouveau texte, la Centre de Cézanne, je travaille avec des. Je travaille pas simplement avec des Autochtones, je travaille avec des amis qui sont québécois. Puis, J'avais une question. On en a un peu parlé. Donc, André Bourassa avait fait un travail, puisqu'on parle là des mythes, hein, avait fait un travail assez remarquable dont je ne sais pas ce qui était, je sais pas ce qui était venu de ce travail-là sur une lecture critique des relations de jésuites Mhm. consacrée quelque chose qui est soit du théâtre, soit du rituel, mais de cet ordre-là. Et alors, il avait fait une analyse approfondie de ça pour montrer d'abord qu'il y avait des jésuites qui appelaient ça du théâtre. Mhm. Donc, et évidemment, il y avait des jésuites qui étaient plus fermés, qui considéraient que c'est tout simplement des expressions diaboliques, là, des choses comme ça. La, Donc ça existait. Oui. Il faut savoir que le gouvernement, d'abord britannique, ensuite canadien, a progressivement interdit ces manifestations-là, comme il a interdit aussi la langue à certains moments. Donc quand tu dis par exemple pourquoi nous sommes séparés de nos mythes d'origine, il faut donner à ces mythes donc d'origine une modernité qui s'est perdue avec le temps. Enfin, mon travail a toujours consisté à montrer cette part de notre identité qu'on a voulu détruire pour n'en garder que l'aspect, quand on l'a gardé, le plus superficiel. Mhm. Donc, comment là, on fait un pont. Il y a un pont à faire, Oui. mais avec quelque chose qui a quand même été perdu. Et je me demande, quand on est créateur à la fois de texte, mais aussi de mise en scène, qu'on joue avec des corps, Mhm. comment on fait, comment on peut renouer avec ce qui a vraiment été interdit, qui a vraiment été perdu. Puis est-ce que ça a été oublié? Est-ce que par exemple ces danses-là qui sont moi, j'ai lu les descriptions qu'André Bourassa avait faites, mais ça ressemble beaucoup à ce que Artaud dit du théâtre baliné. Tu sais? C'est presque comparable. Ben, pour moi, ça a toujours été vivant. Ça l'est encore. Mais c'est... ça peut être aussi risqué de tomber là-dedans aussi, d'aller travailler avec cette forme d'art-là. Ben, en tout cas, moi, je parle pour moi. Moi, je le ferais pas parce que je pense que j'ai pas ce... Je pense que j'ai pas ce bagage-là culturel qui pourrait mettre vraiment, vraiment en valeur ces danses-là, ce théâtre-là.
Puis, tu sais, vous savez, la question de t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, est très présente aussi chez les Autochtones entre les nations. Oui, il faut faire attention à ce qu'on fait, même si... D'où l'invention d'une nation qui n'existe pas, là. Oui, Oui, les Malamèques. Oui, c'est ça. J'ai cherché dans beaucoup de dictionnaires. Oui, il faut faire attention à ce qu'on fait, même si on est autochtone. Moi, il y a des choses que je pourrais pas écrire parce que je pense que, comme je dis, j'ai peut-être pas la sensibilité d'écrire sur exemple. Je pense pas que je pourrais être assez cultivé sur la tradition inuite pour écrire un show sur les Inuits. Hein? Donc, si j'en fais un, ça me prendrait un bon 5-6 ans. Il faudrait que je travaille avec les gens là-bas, puis que je fasse mes devoirs, que je travaille fort et que je fasse des recherches. Ben, c'est ça. Je pense que... Je pense que des fois, ça peut être risqué d'aller vers ça, mais c'est important que les gens sachent que ça a toujours été là. Puis comme tu as dit, ces formes de danse-là, ces formes de rituels-là, c'était ça le théâtre à l'époque. Ben oui. C'était ça, c'était oui. les cérémonies chamaniques, c'était ça le théâtre autochtone à l'époque. Et effectivement, quand on a décidé d'interdire ça, on a arraché vraiment l'âme. L'âme, c'est le mot plus chrétien, mais on a arraché vraiment l'esprit des gens. Alors, ça nous amène au théâtre de la guérison. Oui. Alors, est-ce que tu peux... C'est assez étonnant que... donc, c'est l'initiative de Yves Sioui-Durand. Ouais. Ben, je peux en parler un petit peu, mais moi, j'étais pas à l'époque chez Ondina associé, mais en fait, c'était une demande qui avait été faite par les Atikamekw de Manawan en 96. À cause de la oui, il y avait de la violence. Voilà, il y avait de la violence, des problèmes sociaux et ils trouvaient aucune façon de régler ce problème-là. Et ils ont fait appel à Yves et Catherine. Puis Yves et Catherine, à l'époque, ne savaient pas trop, eux non plus, dans quoi qu'ils s'embarquaient. Puis, ça a été quand même un parcours sur 3 ans. Ils ont fait ce théâtre de guérison-là. Donc, c'est vraiment un théâtre où on travaille avec où on travaille avec les gens. Et tout à l'heure, quand je disais qu'on y va vraiment avec la vérité, avec nos propres blessures, en le mettant sur scène, ben on guérit beaucoup de choses. Ouais. Je dis souvent que l'art guérit énormément. Et c'était même une des recommandations dans le rapport de vérité et réconciliation. Parmi les 94 recommandations, l'art y revient souvent. Guérir par l'art. Et je dirais que maintenant, on ne fait plus ce genre de théâtre-là comme Yves et Catherine l'ont fait en 96 avec les Atikamekw, mais c'est une autre forme de guérison. Je vous dis toujours que chaque personne qui passe chez Ondina, qui travaille avec nous dans les productions, il y a quelque chose... Renaissance. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui vient se guérir en eux. Et c'est un énorme partage aussi. On guérit plein de choses ensemble. Est-ce que je peux me faire l'apôtre du théâtre, mais est-ce que le théâtre est-ce qu'on pourrait dire que le théâtre c'est un moyen privilégié à cause peut-être de sa dimension sociale? Autrement dit, est-ce qu'il y a d'autres je pense par exemple chez les Inuits, le développement par exemple d'une ligne de ligue de hockey, de choses comme ça. Est-ce qu'on peut dire que le théâtre pourrait jouer un rôle encore plus grand dans ce... Ah, c'est sûr. Mm-hmm. C'est sûr. Pour moi, il n'est pas assez présent. Ouais. Il n'est pas assez présent. Pour de nombreuses raisons. Il faut dire que l'art... maintenant, ça a changé. Hein? Les temps changent, comme on dit. Mais l'art... moi, je reviens souvent à moi, là, parce que c'est ce que je connais beaucoup de
Puis je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire avec ma communauté. Mais quand j'écris au Lustec, 1 an avant que j'écrive au Lustec, j'avais la possibilité d'aller étudier en France pendant 1 année au théâtre. Et je suis allé voir ma communauté à l'époque pour demander une aide financière pour aller en France. Et on a presque ri devant moi. On a presque ri en me disant non, on n'a pas d'argent pour ça. Pas important. C'est ça, pas important. Et le mot pas important, comme tu dis, et c'est ça qui est frappant, c'est que c'était pas important. La culture était pas importante. Ce qui était important, c'était les bateaux de pêche, puis la pêche aux crevettes. Ça ramenait de l'argent. Ça ramenait des millions. Mais pas quelqu'un qui tisse... Est-ce que c'est encore comme ça, là? Ce sera encore la même chose? Non, il y a eu un éveil, il y a eu un changement aussi de chef. Mais il y a eu un éveil. Les gens prennent conscience que sans la culture, on va pas loin. On n'arrive pas à grand-chose. Non. Donc, le théâtre aurait a vraiment de l'avenir... pas par son utilité même au sein de la... si c'est reconnu, on peut présumer qu'il va y avoir plus de compagnies, parce qu'actuellement, il y a quoi? Il y a 4-5 compagnies actives, mais Ondinoc est vraiment la plus grosse. Hein? Ben, on est 3 là, maintenant, au Québec. Là, on est 3 compagnies. Oui, je pensais c'est tous des petits bébés d'Ondinoc. C'est tous des amis, en fait. Oui, c'est ça. Hein? Oui, on est bien contents. Ben moi, je trouve que c'est bon, c'est sain que d'avoir ces 3 compagnies-là. Puis ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'on fait tous notre théâtre à notre manière. On est tous différents dans l'approche. Puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va grandir? Mais comme je disais tantôt, la complexité de trouver des futurs acteurs et tout ça, ben ça passe par justement le théâtre en communauté. Si on ne va pas jouer dans les communautés, les gens ne peuvent pas savoir que ça existe. Donc, il faut aller piquer cette curiosité-là. Il faut aller faire notre théâtre là-bas, mais aussi faire des ateliers et trouver des petites perles rares qui ont le désir de faire ce métier-là. Il y en a qui ne s'imaginent pas qu'ils peuvent le faire, mais ils peuvent le faire. Il y a beaucoup de talent. Hein. Ah, sûrement, mais oui. On le voit même, par exemple, au niveau du chant, on le voit aussi. Hein. Oui. On voit tout ça. Est-ce qu'il y a des mesures, par exemple? Est-ce que le Conseil des arts du Canada ou le Conseil des arts, est-ce qu'ils aident? Est-ce qu'il y a... Ben là, oui, beaucoup plus maintenant. Depuis la commission? Oui, c'est ça. Ben, le Conseil des arts du Canada a toujours été quand même assez présent avec le Bureau des arts autochtones qui existe depuis quand même assez longtemps. Mais là, le Conseil des arts et lettres du Québec a sorti son nouveau programme dédié aux Autochtones l'année passée. Auquel vous avez cet été. Avec, oui, c'est ça. Avec plein d'autres artistes. Oui, j'étais un peu au fait de tout ça. Puis, ben, c'est ça, depuis juillet là, que le programme est sorti. Et ça, c'est sûr aussi que ça va... ça va aider? Ben, oui, pour moi, je pense que c'était une nécessité. Et il y a aussi une réalité que les conseils des arts, faut que les conseils des arts comprennent, c'est la distance. La dispersion, les énormes distances. Et ça coûte extrêmement cher comme compagnie de voyager. Mais c'est une nécessité parce que si on ne peut pas aller jouer dans nos communautés, notre théâtre, ben ça va rester comme ça. Moi, et je peux pas être éternellement chez Ondinoc. Non. Et je veux pas non plus que Ondinoc devienne la compagnie de Dave Janis. Je veux pas que ce soit toujours mes textes. C'est donc. Mais le problème, c'est donc ce sont pas les textes, hein, puisqu'on a quand même là un groupe de, je dirais quoi, une douzaine de dramaturges qui écrivent des textes intéressants. Ben, je dirais que c'est beaucoup de poésie, moi. Et le théâtre, en français, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais la poésie est forte. On ne discutera pas sur les genres, mais non, mais en fait, c'est quand même des... Mais c'est des gens... C'est des textes qui se disent sur scène aussi. Oui, hein, c'est ça. Oui. Mais c'est des gens, je pense, qui auraient le talent d'écrire du théâtre. Parce que c'est un peu l'objectif, on va finir là-dessus pour Ondinoc, c'est un peu l'objectif de cette manifestation donc biennale, le Printemps autochtone d'art, où il y a quand même
Oui. Il y a de la scène, donc de la poésie, mais aussi du théâtre et d'autres manifestations, mais c'est très présent, quoi. Oui, Et, ça a et été des succès quand on avait fait ça. 2013, ça commence en 2013. Oui. Et là, ça continue, donc il va y avoir Non, 2019. c'est terminé. Il n'y aura pas de Non, 2019? c'est terminé. C'est un cycle de 3 ans. Oui, on a fait ça sur 3 années. Donc, pour nous, le dernier, ça a été en 2017. Alors, Mais rien va remplacer ça parce que c'était quand même un lieu. pour le moment, on est en réflexion. On a eu un événement qui s'appelait Corps entravé Oui. avec Tangente aussi en 2017. Ça, c'était une autre approche aussi. On voulait s'approcher du domaine de la danse. Donc, ça a remplacé un peu notre printemps autochtone d'art. Mais c'est, comment je pourrais dire? Pour une petite compagnie comme nous, c'est trop lourd. C'est lourd. C'est lourd à ça, porter. C'est beaucoup Surtout de travail. Le troisième, c'était en plus dispersé Oui, dans la c'est ville. ça. Oui, ça n'a pas été facile. Ouais. Puis j'étais dans la transition pendant ce temps-là. J'étais le directeur artistique. Je jouais dans un spectacle aussi. Donc, c'était pas facile. Mais on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait créer comme événement. Mais oui, effectivement, tu as raison. C'est un événement qui était important puis qui a fait connaître, je pense, Ondinoc, mais pas juste Ondinoc, qui a fait connaître beaucoup d'artistes. Ouais. Puis il y a aussi eu des belles expositions qui ont fait le tour du Canada. Il y a présence autochtone, mais c'est surtout de la chanson, alors que cinéma, chanson. Alors que là, il y avait vraiment les arts de la scène. Oui. Alors ça nous amène, puisqu'on arrive presque à la conclusion, à parler de cette histoire de Kanata, qui est au... On vient de parler de la commission Unité et Réconciliation, de cet esprit, de cette volonté de reconnaissance, de collaboration également. Donc, on connaît l'histoire. Robert Lepage décide de monter la pièce Kanata sur l'histoire du Canada. Le mot Kanata étant un mot qu'il a pris d'ailleurs... je ne sais pas, c'est Huron, c'est quel mot, je ne sais pas. C'est en langue algonquienne, oui. Oui. Et il a décidé de ne pas à cause de ce qui s'est passé avec Slave avant, il a décidé de ne pas le produire ici, mais Ariane Mnouchkine et de Théâtre du Soleil ont décidé, eux, la cartoucherie, donc décidé de le produire. Donc le 14 juillet de cette année, une lettre paraît dans le Devoir collective, un certain nombre de signataires, dont toi. Mm-hmm. Encore une fois, l'aventure se passera sans nous, les autochtones, pour l'interrogation. Donc c'est là. Et ce qu'on dit alors, je vais juste dire des petits extraits et puis peut-être en discuter un peu. Alors ce sont donc les personnalités autochtones qui viennent de tas d'organismes différents, qui disent, Madame Mnouchkine, parce qu'elle a fait une entrevue au Devoir avant, à laquelle vous répondez en fait. Oui. Dans son entrevue donc au Devoir, Madame Mnouchkine explique qu'elle souhaite raconter l'histoire de la relation entre les Autochtones et les colonisateurs du Canada. Elle souhaite qu'on lui dise, ouvrez les guillemets, vous nous avez compris, vous avez compris, et vous avez compris parce que vous avez su imaginer ce que ça pouvait bien vouloir dire. Nous pensons qu'au Québec, beaucoup de citoyens ont déjà compris, et Mme Mnouchkine n'est pas la première à raconter l'histoire des relations entre les Autochtones et les peuples qui ont colonisé l'Amérique. Il y a eu les marins, les aventuriers, les prêtres qui ont tenu des carnets de bord. Je parle déjà des jésuites. Mm-hmm. Ensuite sont venus les libres penseurs des Lumières pour sortir l'Europe de sa grande noirceur, qui n'était pas la nôtre, soit dit en passant. Puis il y a ceux qui voulaient tellement nous comprendre, des anthropologues, des ethnologues, des historiens, des politiciens, des réalisateurs de western, des réalisateurs de spectacles Wild West, Alouette, et ainsi vole la perdrix. Alors peut-être sommes-nous saturés d'entendre les autres raconter notre histoire. Invisibilité. Alors, vous avez... je t'arrête là parce que tu as dit un beau mot. Invisibilité. Mm-hmm. Ah ben c'est vous qui le dites. Hein? Ouais. 400 ans et plus à être invisible auprès du gouvernement, auprès des institutions, et
invisibilité dans tous les sens. Je reviens souvent avec la langue. Hein? On a arraché cette langue-là de la bouche des enfants. Et encore une fois, comme ça le dit sur le titre, l'histoire se passera sans nous. C'était ça le point qu'il fallait qu'on comprenne et qui n'a pas été dit dans les médias. C'est qu'on est tanné d'être invisible, on est tanné simplement d'être consulté pour faire des œuvres. On est en 2018. Est-ce qu'on peut participer, nous aussi, à notre propre histoire, à nos histoires? Je pense qu'on est bien placé pour les raconter. Moi, je connais pas tout, mais il y a des gens encore plus cultivés que moi qui peuvent en parler aussi de de ce qui s'est passé avant, de l'historique autochtone. Et c'était ça la question. C'était pas d'avoir des Autochtones sur scène. Ça a tellement revenu dans les médias que notre demande était d'avoir des Autochtones sur scène. Ça n'a jamais été ça la demande. La demande, c'était « Mais pourquoi on ne fait pas un travail ensemble dès le départ? Pourquoi on n'est pas assis, main dans la main, à créer une œuvre qui va devenir une œuvre puissante, nécessaire, et qui va faire avancer aussi la société. Je reviens toujours avec ça. Puis moi, ce que je déplorais aussi, c'est que c'était inacceptable que ça commençait en France. Je veux dire, on fait une histoire sur les Autochtones et on commence ça à Paris. Excusez, là, mais je pense que c'est ici que ça aurait dû commencer. Et vous savez, la suite, ce qui est arrivé, ben là, nous, on a rencontré Robert Lepage. Je faisais partie du groupe qui a rencontré Robert Lepage et Mme Mouchkine. Et je veux pas trop en dire parce que ça a été un été assez difficile. Là. J'ai pas eu beaucoup de temps à moi, personnel. Beaucoup de méchanceté sur les médias sociaux. Les gens ont complètement déraillé. Je pense que les gens ont vraiment pas compris c'était quoi le point chaud, hein, la question. Là. Ouais. Donc, mais en fait, il y a eu deux éléments. Le premier élément, il y a celui-là, celui que tu viens de dire, c'est-à-dire, dans le fond, on veut avoir des comédiens sur scène. Hein, il y avait cette dimension-là. Ouais, ben c'est toujours ça qui ressortait. Ouais, et l'autre dimension, c'est la question de la censure, quand même. C'était, dans le fond, est-ce que des non-autochtones peuvent parler de sujets autochtones? Est-ce est-ce que maintenant, quand on parlera, et là je me fais l'avocat du diable, hein, mais est-ce que maintenant on parlera, on ne peut pas parler de questions autochtones sans que les autochtones soient. C'est un peu ce qu'on a entendu aussi. Et on sait que la censure, dès qu'on parle de censure, on parle de liberté, de droits fondamentaux. Alors on comprend là qu'il y a eu une sensibilité. Comment la question de la censure, par exemple, quand vous avez eu des discussions avec eux, ou entre vous, ou toi, comment dans ce contexte-là, aborder la question de la censure? Est-ce que c'est un problème? C'est un grave problème parce qu'il n'y a jamais eu de censure. Pour moi, le mot censure a été surutilisé et ça, c'était le mot préféré de Mme Mouchkine. À un moment donné, durant la rencontre, ça a été, ben là, c'est assez, là. Vous comprenez pas. On n'est pas là pour vous censurer, on n'est pas là pour vous dire qu'il ne faut pas faire ce spectacle-là. On essaie simplement de vous expliquer que vous avez, je pense, besoin de nous pour le créer. Pour dire enfin les choses comme elles doivent être dites et montrées. Mais pour moi, la censure vient de l'élite. C'est l'élite qui censure. C'est le gouvernement qui censure. C'est pas 20 artistes autochtones qui ont presque pas de pouvoir, qui ont des pouvoirs, mais avec leurs mots, qui vont venir censurer une femme qui fait du théâtre depuis 40 ans et plus, et qui a des millions pour créer ses œuvres, comme Robert Lepage. Ouais. Pour moi, ça n'a aucun sens. Puis,
Donc, à toutes les fois que j'entendais ça, le mot censure, ça venait me chercher émotivement parce que pour moi, c'est pas ça la censure. C'est pas ça. Et, et vous savez, c'est pas terminé, hein? Ben, c'est parce que de toute façon, la pièce est montée. Là, Voilà. elle est montée au mois de... Je peux vous dire que c'est pas terminé je dans connais le les sens autres- elle sera jouée, Oui, mais mais que il y a encore des résistances, des conflits. comment je pourrais dire, je veux pas trop embarquer là, mais il y a encore des Des messages qui s'envoient. D'accord. Mais moi, moi, je me suis retiré de ça parce que Mais l'histoire, enfin, si on... Un point de vue, disons, sur cette controverse-là, qui effectivement va rebondir, parce qu'il est bien possible que le spectacle revienne ici aussi. c'était un désir. En fait, c'était ça à la base. C'est qu'il était joué à Paris et ensuite de Ensuite, ça, il venait ici. il venait Au TNM. non, il allait être joué à Québec, Ah oui, à Québec, au Diamant, oui, c'est ça. à une nouvelle salle. La nouvelle salle, oui. C'est en fait la revendication, c'est quoi on existe par le regard et la parole des autres. Historiquement, c'est que Oui. on nous a supprimé le droit de parole. Mhm. Et là, on est en 2018 et quelqu'un va dire ce qu'on est. Oui, C'est ça. oui, Mhm. oui. Puis si vous regardez la feuille ici, là, Ouais. hein, dans vos feuilles, là, les gens qui nous écoutent Ici, là. pourront pas voir cette photo-là, mais ils ont juste à taper Canada sur l'Internet. Ils vont voir cette photo du Tipeee. Oui, c'est exact, oui. Alors pour moi, ça, c'est encore le cliché total, là. Ça représente l'Autochtone de l'Ouest. Hein? Et, Oui, c'est ça. oui. Donc, les Français vont voir ça, puis ils vont penser encore une fois que c'est ça. C'est Oui, comme en fait, ça se passe. C'est même pas des bons autochtones. Non! Oui. Et c'est ça qui est déplorable. Je Ça qui est déplorable. Je finirai par cette propre citation à Radio-Canada. Donc, notre théâtre n'est pas de tradition européenne. On a des codes différents, un message différent et des façons de faire qui touchent à la mythologie, avec la danse, avec le chamanisme. On a manqué là une occasion de montrer vraiment l'art autochtone. Ça aurait été une belle alliance sur scène. Eh oui. Ben, merci beaucoup. Merci.